Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les élèves intermédiaires. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de continuer à t'accompagner dans ce voyage passionnant. De temps en temps, des invités surprises viendront enrichir nos conversations avec leur expérience. Je continuerai à parler à un rythme légèrement plus lent pour que tu puisses suivre sans stress et profiter pleinement de chaque épisode. N'oublie pas que tu peux toujours retrouver les transcriptions de cet épisode sur mon site web jeparlefrançais.com. Et n'oublie pas non plus que je propose des cours de 30 minutes, des cours d'essai en tête-à-tête avec moi. C'est une occasion idéale pour que tu me poses tes questions, que tu pratiques ton parler et peut-être que nous commencions une belle aventure d'amitié en français ensemble. Alors installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et laisse-toi porter par cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'une activité très importante pour moi dans ma vie et qui fait partie de ma vie maintenant depuis des années. Cette activité, c'est la danse. Donc, j'ai commencé la danse quand j'avais environ 4 ans ou 4 ans et demi. Ma mère a décidé de m'inscrire avec ma meilleure amie de l'époque à un cours de danse classique. Donc, en France, en général, le mercredi après-midi et le samedi, ce sont les moments où nous faisons des activités extrascolaires à l'extérieur de l'école, obligatoire. Et en général, nous allons dans des clubs privés pour pratiquer un sport extrascolaire. Donc, pour moi, c'était la danse classique et ça a été le coup de foudre au premier cours. Je me souviens exactement de la sensation que j'ai ressentie pendant ce premier cours de danse classique. Oui, c'est vrai, je m'en souviens vraiment très très bien. Donc, comme je disais, je suis allée dans ce cours de danse classique dans une école privée, une petite école privée dans le sud de la France, dans la ville où j'habitais. La professeure de classique, Dominique, était incroyable et je pense que c'est grâce à cette femme que mon goût pour la danse s'est développé. Elle était incroyable. Elle était de la vieille école, c'est-à-dire qu'elle était assez stricte, mais avec un amour de partager cette technique et son amour de la danse à ses élèves. Et je l'ai tout de suite senti et à partir de ce jour-là, je n'ai jamais plus arrêté de danser. Donc j'ai commencé à pratiquer la danse classique tous les mercredis après-midi. Ma mère m'a menée avec ma meilleure amie, avec mes meilleures amies en fait. Nous étions 3, nous étions un petit trio. Et elle nous a menés au cours de danse classique. Après 4 ans, j'ai décidé de m'inscrire dans la même école à des cours de danse jazz que j'adorais aussi. C'était un univers totalement différent avec un professeur très différent, mais j'adorais. Donc je passais un peu plus de temps le mercredi à l'école de danse. J'y faisais mes devoirs de l'école et j'y passais vraiment toute la journée. Donc à cette époque-là, je ne savais pas que on pouvait travailler avec la danse. Je ne savais pas que on pouvait gagner sa vie, plus ou moins, on en parlera plus tard, mais je ne savais pas que la danse pouvait être un métier. Et puis, quand j'ai eu 16 ans, à l'école, on nous demandait de faire un stage en entreprise. Donc, on devait choisir une entreprise qui nous intéressait, dans un domaine qui nous intéressait, et passer une semaine entière dans cette entreprise à apprendre le métier. Et je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire.
Et quand je me demandais quelle est la chose qui t'intéresse, la seule chose qui me venait en tête était la danse. Donc, j'ai demandé si je pouvais faire mon stage en entreprise dans mon école de danse. Et c'était la meilleure semaine de ma vie. Non, pas de ma vie, j'exagère, mais c'était une semaine incroyable parce que j'ai passé une semaine entière accompagnée de mes 2 professeurs à passer la journée entière à faire des cours de danse. Et j'étais tellement heureuse, épanouie. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je sais, je veux être danseuse. Donc, j'en ai beaucoup parlé à mes parents. Et au début, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Ils m'ont dit, si tu veux faire un métier artistique, choisis autre chose. Choisis un métier manuel comme tapissier d'ameublement, c'est-à-dire les personnes qui font les canapés ou les sièges, ou choisis de faire des bijoux, ou choisis euh, quelque chose de plus manuel, artistique mais manuel. Donc, je me souviens, mon père m'a emmenée un jour à Paris. Moi, je n'étais jamais allée à Paris. J'avais donc peut-être 17 ans. Et mon père m'a emmenée à Paris pour visiter une école très très connue à Paris qui s'appelle l'école Boulle. Donc, c'est la plus grande école à Paris des métiers d'art et du design. C'est une école incroyable, magnifique. Et donc, je suis allée visiter cette école pour parler aux professeurs, voir les métiers qu'il y avait à l'intérieur de cette école que je pouvais potentiellement apprendre. Et ils m'ont vite ramenée sur terre parce que ils prenaient vraiment que des personnes qui avaient un bulletin scolaire et des notes scolaires au-dessus de 18. Donc, en France, on compte sur 20. Donc, 18 sur 20 sur l'année, c'est un résultat très, très grand. C'est vraiment incroyable d'avoir 18 de moyenne à l'année. La moyenne des étudiants ont environ entre 12 et 14. Ça, c'est la normale. Donc, 18, c'est vraiment les élèves très, 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 très doués et très disciplinés et très intelligents. Je pense que j'étais assez intelligente, mais je n'arrivais pas à 18, ça c'est sûr. Donc, ils m'ont dit que ce n'était pas vraiment possible. Et en fait, en visitant cette école, je me suis rendu compte que c'était super, ce sont des métiers magnifiques, mais c'est pas ce que je veux. C'était pas ce qui me faisait vibrer comme la danse. Donc, mes parents m'ont ensuite autorisée à passer une audition de danse à Toulouse, dans une école privée. Et ils sont venus tous les 2 me voir. Et j'ai été prise à l'audition. Et je pense que mes parents se sont rendus compte que j'étais douée. Et donc, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et j'ai eu la chance d'avoir ces parents-là qui m'ont laissé faire ce dont j'avais envie. Donc, après le bac, à mes 18 ans, je suis partie vivre à Toulouse, chez ma grand-mère, qui habite à Toulouse. Donc, j'étais en colocation avec ma grand-mère. C'était super cool. Et tous les jours, j'allais dans cette école. Dans cette école, j'avais des cours de danse classique tous les jours, de danse contemporaine et de danse jazz. Et nous avions aussi des cours d'anatomie, d'histoire de la danse et d'histoire de la musique. C'était une aventure incroyable. Pendant 1 an, j'étais vraiment très, très disciplinée. Les professeurs m'avaient même donné les clés de l'école et j'étais chargée d'ouvrir l'école tous les matins parce que j'étais souvent la première arrivée. Donc, j'arrivais en général 1 heure avant le début des cours et j'avais le temps de profiter du studio, de m'étirer, de danser comme je voulais et de préparer mes examens. Cette formation était dédiée à passer un examen d'aptitude technique dans la danse pour plus tard devenir professeur. Donc grâce à cette année, j'ai passé mon examen d'aptitude technique au Conservatoire national de Marseille que j'ai eu. Donc j'ai eu mon diplôme
en danse contemporaine et en danse jazz, les 2 disciplines que j'avais passées. Et après ça, j'avais plusieurs options. Je pouvais continuer cet examen pour officiellement devenir professeur de danse, mais moi, je n'avais pas envie de devenir professeur de danse. J'avais seulement 18 ans et je voulais rentrer dans une compagnie et être danseuse. Donc, j'ai passé une audition à Paris pour une école de jazz qui était jumelée, c'est-à-dire en correspondance avec l'école de Alvin Ailey à New York, très très connue dans la danse jazz, je pense que vous connaissez. L'audition était incroyable, des danseurs magnifiques, des studios magnifiques en plein cœur de Paris, c'était incroyable. J'ai passé une super audition. Et j'ai aussi passé une audition à Barcelone parce que moi, je voulais absolument vivre en Espagne. Donc, c'était pas vraiment pour l'école, j'avoue que j'ai décidé de passer cette audition. C'était pour le fait d'être dans une grande ville en Espagne. Et donc, j'ai passé cette audition et j'ai été prise dans les 2, à Paris et à Barcelone. Et en pesant le pour et le contre, j'ai vite pris ma décision de partir à Barcelone. Donc, je suis rentrée dans une 2e formation professionnelle en danse contemporaine à Barcelone. Donc, nous avions des cours de danse contemporaine, des cours de classique, des cours de théâtre, des cours de technique de sol, beaucoup de techniques différentes que nous n'avons pas en France. J'ai commencé à faire du hip-hop aussi. Et j'avoue, cette année-là était très différente de mon année à Toulouse. À Toulouse, j'étais très disciplinée. Je ne sortais jamais, jamais, jamais. Le week-end, je restais à la maison ou j'allais à la bibliothèque pour louer des livres et des CD sur la danse. Je me couchais très tôt. Je me levais très tôt. En un an, je ne suis jamais sortie en boîte de nuit. Je n'avais pas d'amis en dehors de l'école de danse. Très, très concentrée sur la danse. Alors que à Barcelone, c'était totalement autre chose parce que c'est une culture différente. Et tous mes amis de l'école de danse étaient de Barcelone. Et évidemment, je voulais m'intégrer, apprendre la langue, me faire des amis. Et je suis totalement tombée amoureuse de cette ville. Et donc, en étant à Barcelone, c'est aussi une ville où on sort plus, où le rythme de vie est différent, on mange plus tard, on sort plus, on dort plus tard. Les cours commençaient beaucoup plus tard qu'en France. Donc, j'ai complètement changé. Aussi, je commençais à être plus âgée, à vouloir sortir, à vouloir rencontrer des garçons, à vouloir faire la fête, à juste profiter d'avoir 19-20 ans. Donc, voilà, j'ai fait cette école et après cette école, je ne savais pas trop quoi faire, mais je voulais absolument rester à Barcelone. Donc, j'ai décidé de devenir danseuse freelance et mes parents me donnaient un peu d'argent de poche chaque mois. Et avec cet argent, je m'organisais mes propres emplois du temps pour la semaine. Donc, je décidais dans quelles écoles je voulais aller prendre mes cours et quelles techniques je voulais apprendre et j'organisais mon emploi du temps de cette manière. Donc, j'allais dans une école le matin pour faire un cours de danse classique. Ensuite, je prenais mon vélo, j'allais dans une autre école pour faire un cours de contemporain, ensuite, etc. Donc, j'étais très, très libre. Et à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que, ok, comme ça, j'allais pas vraiment survivre parce que l'argent que me donnaient mes parents était beaucoup, mais pas suffisant pour faire autant de cours et ne pas travailler à côté. Donc, petit à petit, j'ai dû décider de commencer à travailler. Travailler dans la danse, c'est très difficile. Donc, j'ai commencé à travailler dans un call center pour une entreprise française. Et avec l'argent que j'ai gagné,
j'ai décidé de partir un mois faire une formation de danse et humanitaire en Guinée-Conakry. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest où on parle français, c'est une ancienne colonie française. Et je suis donc partie pour un mois pour apprendre la danse traditionnelle. C'était génial. J'ai d'ailleurs un épisode sur mon aventure en Guinée-Conakry, si tu veux l'écouter. Ok. Après tout ça, j'ai décidé de revenir en France. J'ai travaillé quelque temps comme chorégraphe dans un resort français très connu qui s'appelle le Club Med. C'était une aventure très intéressante, mais pas pour moi. Et après ça, j'ai donc décidé de repartir en formation professionnelle avec l'argent que j'avais gagné dans cet hôtel. Et je suis partie à Chypre, dans le nord de l'île, la partie turque. Donc Chypre est une île, la moitié est grecque, la moitié est turque. Et sur cette île, il y avait un grand campus américain avec beaucoup de pôles différents. Une section pour les sciences, une section pour la technologie, et il y avait une section pour l'art avec musique et danse. Donc, j'étais inscrite dans cette école. Ça a été une aventure très difficile pour moi. Je trouvais que l'école était vraiment pas du tout organisée. C'était très cher. Et à Chypre, dans le nord de l'île, il n'y a absolument rien. Donc, il n'y a pas de théâtre, il n'y a vraiment rien en termes de culture, d'art. Donc, je trouvais que c'était très insuffisant. Et vu comment était gérée l'école, il y a eu pas mal de problèmes avec mon dossier, etc. J'ai donc décidé de partir. Et après ça, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je fais de ma vie avec la danse. Parce que j'avais vraiment la sensation que oui, je voyageais, j'allais dans des écoles, etc. Mais à quel moment tu commences à travailler avec la danse? J'avais cette sensation que c'était perpétuellement de l'apprentissage et beaucoup d'argent, c'est toujours très très cher. Et donc, quand je suis arrivée à Lisbonne pendant le Covid, je me suis donné une opportunité et j'ai décidé de passer une audition avec un chorégraphe portugais que j'aime beaucoup. Et j'avais pris ma décision que s'il me prenait, je continuais. S'il ne me prenait pas, j'arrêtais et je faisais autre chose. Et malgré une audition très très bien, j'ai reçu un email en me disant que j'avais été très bien, qu'ils avaient beaucoup hésité, mais que malheureusement, je n'étais pas prise. Ça, c'est l'email typique que tous les danseurs reçoivent toute leur vie, en fait. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai passé 1 an ou 1 an et demi à Lisbonne à ne pas du tout vouloir être en contact avec la danse. J'ai arrêté de m'entraîner. Je faisais d'autres activités sportives, mais j'ai arrêté de prendre des cours de danse. J'ai arrêté d'aller voir des spectacles. J'ai arrêté d'être entourée de danseurs. Je me suis entourée d'autres personnes, de mondes totalement différents, totalement inconnus pour moi. Et pour moi, c'était un non-retour à la danse. Mais la passion et l'amour que j'ai pour la danse devaient revenir un jour ou l'autre. Et voilà, après 3 ans à vivre à Lisbonne, j'ai commencé à ressentir ce besoin de retourner dans ce monde professionnel. Et donc, j'ai décidé de choisir une ville où la danse était plus présente que Lisbonne. Et donc, j'ai décidé de choisir une ville beaucoup plus tournée vers l'art. Et donc, j'ai décidé de partir vivre à Berlin, en Allemagne. Berlin étant un endroit très, très artistique en Europe. Avec Londres, avec Paris, avec Amsterdam, ça fait partie des villes les plus populaires pour les artistes et les danseurs. Donc voilà, je suis partie à Berlin et j'ai décidé de retenter ma chance.
Je prenais beaucoup de cours, j'allais dans les compagnies demander des informations, etc., etc. Je me suis vraiment rendu compte que quand j'étais jeune, on nous a pas appris que oui, ce monde-là, ça marche totalement par contact, parce que les auditions en général, c'est bien pour entrer dans des écoles de danse, mais pour entrer dans des compagnies, je pense, à mon avis, que en général, c'est un peu corrompu dans le sens où, en général, les chorégraphes ont déjà les danseurs. Ils savent déjà qui ils vont prendre et ils ont besoin de faire une audition pour avoir les subventions de l'État, pour avoir les bourses de création. Euh, et je me suis vraiment rendu compte, en étant en contact avec de très très grandes compagnies à Berlin, que oui, la majorité des danseurs qui sont dans les compagnies aujourd'hui ont été recommandés par d'autres professionnels et c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai tenté ma chance, ça marchait plutôt bien, mais en étant prof de français aussi à côté, c'était un peu difficile de jongler entre les deux parce que j'avais pas la journée entière pour m'entraîner, donc évidemment ça limite un peu. Et aussi, c'est très difficile en général de trouver du travail, de trouver des opportunités. La majorité des danseurs professionnels galèrent beaucoup et commencent à donner des cours de danse par dépit pour travailler et pour gagner sa vie. Et puis ensuite, malheureusement, un jour, pendant une performance, comme vous le savez sûrement, je me suis blessée au genou et donc ça a totalement annulé mes projets. Je commençais à avoir quelques projets et j'ai dû malheureusement tout annuler. Et en ayant cet accident, en ayant cette blessure, je me suis aussi rendu compte à quel point le monde de la danse était quand même très précaire et avec très peu de support parce que je pense que ça aurait été très très difficile pour moi avec cette blessure si je n'avais pas eu un travail à côté. Parce que la chirurgie était très chère, évidemment, vous savez ce que c'est, même avec une très bonne assurance. Et je pense quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, comment il fait pour se payer une chirurgie? Sachant évidemment que en étant danseur, ton corps est ton outil de travail, donc tu es un peu pas obligé de faire une chirurgie, mais c'est fortement conseillé si tu veux continuer à danser professionnellement. Donc, je me suis aussi beaucoup posé la question, quel style de vie tu veux? C'est vrai que le monde de la danse, c'est un milieu magnifique, mais c'est aussi un milieu avec beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de personnes très ingrates et de discrimination, beaucoup d'abus, beaucoup de choses pas très jolies en général, d'autorité. euh, C'est comme si les danseurs étaient vus comme des enfants un peu. On a l'habitude d'écouter, de obéir, de faire ce qu'on nous demande. Et donc, j'ai aussi décidé de créer un podcast il y a 2 ans à propos de ça, à propos des finances et des abus dans la danse. Donc, si tu veux l'écouter, il est en anglais. Ça s'appelle Hidden Face of Dance. Et j'interroge des danseurs, des artistes sur le milieu de la danse en relation avec les finances et en relation avec les salaires et les finances en général et les conditions de travail. Donc voilà, aujourd'hui je ne danse plus vraiment car je suis toujours en réhabilitation. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à essayer d'être danseuse professionnelle? Je pense que aujourd'hui, je commence à avoir cette réponse qui me dit que je ne veux pas mettre de côté mes besoins parce que je pense que beaucoup de personnes choisissent la danse par amour, évidemment, mais le fait de tellement vouloir gagner sa vie avec, je pense que souvent ça tue ton rêve. Et j'ai envie de choses
qui requiert beaucoup d'argent. J'ai envie de voyager. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de bien manger, d'avoir un bon appartement, pouvoir acheter à mes proches ce dont ils ont besoin, sans avoir vraiment à penser comment je vais faire. Et c'est un peu comme ça, je pense, dans le milieu de la danse et dans certains milieux artistiques, c'est très précaire. Donc, je sais que je danserai toujours. Je sais que je ferai toujours des projets de danse. Mais aujourd'hui, je pense que je deviens de plus en plus sereine sur le fait que danser et être professionnelle en danse n'est pas nécessairement gagner sa vie, gagner son argent grâce à la danse. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur le thème de la danse. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris plein de choses intéressantes sur la danse. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et bien sûr de revenir pour le prochain épisode. Si tu veux réserver ton cours gratuit de 30 minutes avec moi, tu peux aller sur mon site web jeparlefrançais.com et réserver le jour et l'heure que tu souhaites. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!